Bonjour, je vais corriger l'exercice 17 du TD12. Donc ce qu'on étudie dans cet exercice, c'est un mouvement, c'est l'équivalent d'un mouvement à force centrale. Si on regarde la manip du dessus, on peut le voir comme un mouvement à force centrale. L'expérience est très facile à faire. Vous prenez n'importe quoi où vous avez une ouverture comme un cercle. Vous prenez, faut que ce soit plat autour. Et lorsque je vais passer la balle à proximité du trou, voilà, ici on a vu que la trajectoire de la balle a été déviée, comme le ferait par exemple si ça c'était une météorite, ça c'est la Terre, la météorite elle est passée à proximité de la Terre et elle a été déviée par le champ gravitationnel terrestre. À vue du dessus, ça y ressemble un petit peu. On peut utiliser, là j'utilise une balle de ping-pong, ça marche évidemment aussi. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de prendre un potentiel attractif, on voit que la balle elle est déviée en étant attirée par le centre du disque. On peut faire l'inverse. Là, j'ai pris une rondelle et cette fois-ci, ça va jouer le rôle d'un potentiel répulsif. En effet, donc le centre de force il serait au centre de la rondelle. Et si oui, là, la balle, elle a fait carrément demi-tour. Hop, elle a été déviée comme ça. Ça marche aussi, voilà, je prends une balle de ping-pong. Hop. Donc là, on a l'équivalent d'un potentiel répulsif. Bon, je prends un petit peu tout ce qui traîne à proximité de moi. Hop. Là, on voit que le potentiel répulsif est beaucoup moins important parce que la taille de l'obstacle commence à être petite par rapport au diamètre de la balle. Donc voilà, je vous invite à faire cette petite expérience si vous avez quelques instants à tuer. Et donc, voilà, on va commencer les calculs. Si je me donne un repère, et donc dans l'exercice, on considère une balle de ping-pong et une ouverture qui est faite dans une planche. Et si je trace le lieu des points qu'atteint le barycentre, lorsque la balle est au niveau du trou, alors je peux vous le montrer. Voilà, je vous le montre avec ça. Donc ça c'est une roue. Et on va dire que voilà, vous avez la balle qui, tant qu'elle est sur la partie plane, donc vous imaginez là c'est un plan et j'ai fait une ouverture dans le plan. Donc vous imaginez là, c'est la balle, elle roulerait, voilà, si je fais par la tranche, ici ça continue, le plan il continue comme ceci, partout ailleurs, d'accord. Donc lorsque la balle roule et arrive donc tant qu'elle est sur la partie plane, le barycentre de la balle il est à altitude constante, et lorsque la balle prend appui sur le bord, le barycentre il perd de l'altitude. Donc je vais vous le montrer sur la tranche. Vous voyez que le barycentre, il perd de l'altitude. L'axe Z, tel que je vous montre, tel que je tiens l'ouverture, il serait dans la direction et le sens de mon stylo. Donc effectivement, quand la balle arrive à proximité du trou, le barycentre, il descend. Donc ça fait une forme... alors je vais essayer de vous représenter ça pour que ce soit à peu près... En coupe, ça ferait un truc comme ça. Donc là, j'essaye de... Hop. Ça, c'est ce qui se passerait si la balle a un plus grand diamètre que le trou. En fait, la balle, elle tombe pas dans le trou. D'accord? Si la balle a un diamètre plus petit que le trou, la balle peut tomber. Et dans ce cas, le potentiel, je vais le tracer dans une autre couleur. Dans ce cas, on aurait quelque chose comme ça.
Voilà. Et ici, on aurait... Alors, je vais tracer des... Donc là, pour que vous puissiez visualiser un petit peu la surface. Ça, c'est le lieu des points occupés par... que va parcourir le barycentre de la balle. Et donc, si le diamètre de la balle... Donc ça, c'est l'ouverture. Et le diamètre de la balle, il est plus petit. Donc dans l'exercice, on n'est pas dans ce cas-là, donc je vous montre quand même ce que ça donnerait. Et là, c'est dans le cas où le diamètre de la balle est plus grand que le diamètre de l'ouverture. Donc en fait là, ça donne un point, une sorte de point anguleux ici. Et alors c'est mieux fait sur la TD, je pourrais tracer des cercles d'altitude constante, ça fera un truc comme ça. Voilà, pour essayer d'imaginer un peu la surface. Et si je prends par exemple la balle, elle arrive ici, en ce point-là. Et bien la réaction du support, en supposant qu'il n'y a pas de frottement, elle est perpendiculaire. Alors, elle est perpendiculaire dans les deux directions. Donc elle est perpendiculaire à cette surface qui serait définie par les points accessibles par le barycentre de la balle. Et vu du dessus, donc ce que je vous ai montré par les petites manips, vu du dessus, ça ferait... alors ça, je le mets entre parenthèses parce que ça ne nous concerne pas dans cet exercice. Vu du dessus, ça ferait ceci. Là, on a X, Y, et le vecteur R, donc j'ai pris un point M, disons ici. Ouais, bon, enfin, peu importe. Lorsque je regarde, enfin, si je pouvais visualiser la force, elle serait dirigée, vue du dessus, hein. Si je ne me préoccupe pas de la réaction suivant Z, elle s'est dirigée suivant le centre, suivant le point O, donc suivant l'équivalent d'un centre de force. Et en fait, quand on a cette propriété, eh bien, c'est comme si on avait un mouvement à force centrale. Donc là, dit comme ça, je pense que vous êtes à peu près convaincus. Ben, on va maintenant faire les calculs. Donc je vais considérer, je vais montrer qu'il y a une constante des airs. Alors je vais appliquer le théorème du moment cinétique selon l'axe Z en haut, au point haut. Je précise que le référentiel est terrestre, supposé galiléen. Donc c'est bon, il faut toujours l'avoir en tête ça. Hein. C'est vrai que dans les exercices, je l'écris à chaque fois. C'est un petit peu rébarbatif, mais c'est quand même important de le préciser. Hein, que le référentiel est galiléen. Le système, c'est la balle. Le bilan des forces, vous avez le poids qui agit sur la balle et la réaction du support. Donc là, je n'ai représenté que la réaction. Dans ces schémas-là, je n'ai représenté que la réaction du support. Si je rajoute le poids, ça ferait un vecteur qui serait vertical. Donc évidemment, là, je le vois pas, le poids. Le vecteur poids, c'est comme s'il n'était pas là, vu du dessus. Donc, je vais y arriver. J'applique le TMC selon l'axe Z au point O. Ça fait D sur D de T. De L suivant l'axe Z, c'est un scalaire, hein, c'est pas un vecteur. C'est le moment par rapport à l'axe Z, c'est un scalaire, du poids et de la réaction du support. Alors, donc je vais calculer
chacun des moments, et puis je vais me rendre compte que ça fait 0. Alors le LOZ, le moment cinétique, donc par définition, c'est OM vectoriel MV scalaire EZ. Voilà, c'est le moment cinétique par rapport à un axe. Je fais mon petit calcul et je vais travailler en coordonnées cylindriques. Donc je vous rappelle les coordonnées cylindriques. Donc à partir de maintenant, je vais repérer la position d'un point. Donc si je refais le petit graphique, hop. Voilà, bon, c'est pas utile là ce que je suis en train de tracer, hein, mais c'est pour faire le lien avec l'exercice. Là je trace les lignes d'iso-altitude. Si je prends un point M ici, je vais le repérer par un angle θ, par une distance petit r et par une altitude z. Donc le vecteur OM c'est R0 Z suivant ER, Eθ, EZ. Scalaire, la vitesse c'est MR point suivant E de R, MR. Oula. Oups, ouais, θ point suivant Eθ. J'écris vraiment pas bien. Suivant E de Z. Et scalaire E de Z. Et bien sûr, dans ce produit vectoriel, voilà, ce produit vectoriel, je ne vais calculer que la composante suivant EZ, vu que je fais un scalaire EZ derrière. Et ça donne MR carré θ point EZ. D'ailleurs, ce que vous reconnaissez, c'est on a le même résultat en mécanique céleste. Enfin, plutôt pour les mouvements à force centrale, et en mécanique céleste, c'est un cas particulier de force centrale. Alors, maintenant, je vais m'occuper du moment du poids. Donc ça, c'est pour le moment cinétique. Maintenant, je vais m'occuper du moment du poids et de la réaction du support par rapport à l'axe Z. Donc là, je vais commencer par le poids. Donc par définition, c'est OM vectoriel P scalaire EZ. Donc là, le moment vectoriel par rapport au point O, c'est OM vectoriel P. Par rapport à un axe, je fais scalaire un vecteur unitaire qui oriente l'axe. Je fais mon petit calcul. Ça fait R0 Z suivant ER, Eθ, EZ. Vectoriel 0, 0, moins mg. Scalaire EZ. Et quand vous faites le calcul, ça fait 0. Si vous calculez le produit vectoriel uniquement la composante suivant Z, puisque je fais scalaire E de Z, quand je fais scalaire E de Z, je ne garde que la composante suivant Z de ce vecteur-là. Ça fait 0. Évidemment, ça on pouvait s'y attendre. Quand on regarde vu du dessus, le poids il est vertical, donc c'est pas lui qui va faire tourner la masse autour du point O. Hein, le poids il agit vers le bas, il ne provoque aucun mouvement de rotation autour de l'axe OZ, ici, qui serait vers vous. Je calcule maintenant le moment par rapport à OZ de la réaction du support. Donc je reprends la définition. Je calcule le produit vectoriel, donc le vecteur position alors ici le vecteur réaction du support, on regarde, il n'a pas de composante suivant Rθ. Donc je vais poser les vecteurs. Ici c'est E de R. Donc ici l'angle θ il est là. R c'est là de là à là. Eθ il est comme ça. Donc on voit que le vecteur R, il a une composante suivant Z donc, que je ne vois pas, une composante suivant E de R, qui est, là par contre on la voit, et il n'y a pas de composante suivant Eθ. Donc il y a juste ça à écrire. Donc ça fait R de R, 0, R de Z. Et quand vous calculez la coordonnée suivant E de Z de ce vecteur-là, donc
il faut calculer le produit vectoriel, donc c'est ça fois ça, donc c'est 0, moins ça fois ça fait encore 0, donc vous allez trouver 0. Donc finalement, ce qu'on vient de montrer, c'est si j'applique le théorème du moment cinétique, c'est la dérivée temporelle de mr carré θ point, c'est égal à 0. Donc r carré θ point égale une constante qu'on va appeler la constante des airs. Donc on conserve un résultat sur le cours des forces centrales, la constante des airs. Donc du coup on a tout ce qui va avec, hein. On a la loi de Kepler qui est vérifiée. On vous demande l'expression de l'énergie cinétique. Donc en coordonnées cylindriques, voilà, si on connaît bien son cours, voilà le genre de question qui est facile, hein. Écrire ça, quand on connaît bien son cours, c'est facile. Donc j'ai toutes les coordonnées. Le θ point, je vais pouvoir m'en débarrasser avec la constante des airs. Et le z point, il faut que je tienne compte de la forme de la surface parcourue par le point G. Et on vous dit que z, c'est de la forme f de r. La courbe la surface que j'ai tracée, comme ceci, c'est une surface qui est à symétrie cylindrique, c'est-à-dire que je pourrais générer un gabarit, et en faisant tourner le gabarit autour de l'axe Z, je vais générer toute la surface. Et mathématiquement, ça s'écrit comme ça. L'altitude ne dépend que de la distance à l'axe Z. Ça veut dire que Z point, ça vaut f' de R point. Donc je peux remplacer le Z point là-dedans. Ensuite, et je vais remplacer θ point par C sur R carré. Donc tout calcul fait, ça donne quoi? Ça fait R point carré plus 1 demi de M. R, θ point, c'est C sur R carré au carré plus 1 demi de M. F' de R au carré, R point carré. Donc ça fait 1 demi de M R point carré 1 plus donc ce terme-là, on reconnaît, c'est le terme qui apparaît dans l'énergie potentielle effective. Je me rends compte que dans la question 2, il manque la constante des airs. Enfin, oui, comme c'est une constante, ouais. C'est pas vraiment une erreur d'énoncé, mais ce serait bien de le préciser dans la question que l'énergie cinétique doit aussi dépendre de la constante des airs. Donc normalement, ça répond à la question. L'énergie potentielle de mon système, il n'y a que l'énergie potentielle du poids. La réaction du support, elle ne travaille pas, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc énergétiquement, elle ne joue pas, elle n'intervient pas. Et donc l'énergie potentielle se résume à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est mgz et donc mg f de r. Finalement, je peux écrire l'énergie mécanique. Je fais la somme des deux, l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Et ça fait 1 demi de m r point carré plus 1 demi de m c carré sur r carré plus mg f de r. Donc je vais l'arranger un petit peu pour que ça ressemble à l'énoncé. Donc c'est 1 demi de r point carré c'est ça, plus tout ce qui dépend de R, donc c'est 1 demi de M C carré sur R carré plus mg f de R.
Voilà, donc c'est... Je regarde, normalement c'est bon. Ici on a ce qui est noté H, et ici il y a ce qui est noté G. Donc j'ai l'équivalent d'une énergie potentielle effective qui est ici. La seule différence par rapport au mouvement à force centrale, c'est où on aurait une vraie force centrale, c'est que l'énergie cinétique, c'est pas un demi de mr point carré, il y a un f prime carré qui est en plus ici. Mais ce terme, il a toujours la propriété qu'il est strictement supérieur ou égal à 0. Ça va suffire pour l'étude qualitative. Question 5. Voilà, on va déterminer. Ça, c'est pour n'importe quel profil F de R. On va traiter le cas de la balle de ping-pong qui, au niveau de l'ouverture. Vous avez un schéma pour vous aider. Donc en fait, on utilise tout simplement Pythagore. Hein. Donc si R est plus grand que B, F de R égale à A. En fait, ça correspond, vous avez l'ouverture ici, ça correspond, ici c'est l'axe Z qui est au centre, le point où il est là. Ça c'est le rayon de la balle, ça c'est le rayon de l'ouverture. Et quand petit r est plus grand que b, c'est-à-dire quand la balle elle est là, ben, l'altitude c'est A. Donc F de R, voilà. Si R plus grand que B, on a F de R qui vaut A, donc rien d'extraordinaire. Si R est plus petit que B, dans ce cas, ça correspondrait, vous avez le schéma qui est fait dans l'énoncé, vous avez ceci, et ce que je veux connaître, c'est cette hauteur-là, c'est Z. Et on travaille dans ce triangle rectangle. Ah, je vais refaire le schéma un petit peu plus grand parce qu'on ne voit vraiment rien. Donc si je fais un zoom. Donc Z, il est ici. Ici, si vous regardez, R, c'est la distance de l'axe Z au barycentre. Là, c'est la distance qui vaut B entre le bord du trou et l'axe Z. Donc ici, vous avez B moins R. Et moi, ce que je sais, c'est que ici, j'ai A. Et bien, vous appliquez Pythagore, vous avez A au carré qui est égal à Z au carré plus B moins R au carré. Vous isolez Z, on va garder que la valeur positive. Donc ça fait racine de A carré plus B moins R au carré. Donc F de R, ça vaut pour R plus petit que B. Et pour R plus grand que B, ça vaut A. Voilà pour l'expression de F. Donc vous avez le tracé qui est indiqué dans l'énoncé, vous avez une vue 3D. Et on peut exprimer, voilà, c'est des petits calculs, hein, je vais exprimer R point en fonction de l'énergie mécanique, G, F, F', etc. Alors, on a l'énergie mécanique, c'est 1 demi de mr point carré 1 plus F' au carré, plus 1 demi de mc carré sur R carré, plus mg f de R. J'isole R point. Donc là, c'est que du calcul. Donc je vais donner le résultat. Voilà, j'ai isolé R point. Donc ça donne ceci.
On vous demande de calculer, ouais c'est ça, en fonction de M, C, G, non, c'est bon. La question 7, encore des calculs. On vous demande de calculer f de R. Donc ça vaut 0 si R est plus grand que B. Et f' de R, ça vaut, ben je dérive ce truc là, ça vaut 1 demi fois le racine, il passe en dessous. Et ensuite la dérivée de ce qu'il y a sous la racine, donc ça fait moins 2R. Et là je dérive par rapport à R. Hein, c'est pas une dérivée par rapport au temps, hein, je dérive par rapport à R, donc il ne faut surtout pas mettre de R point. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, si j'ai fait une erreur. La dérivée c'est B moins R et avec un moins de 1. Donc je simplifie l'expression. Alors le 2 se simplifie, ça donne R moins B sur racine de A carré plus B moins R au carré. Et ça c'est si R est plus petit que B. Et question 8, il faut se convaincre qu'on peut faire une résolution numérique. Alors dans l'exercice, les résolutions numériques qu'on vous propose ont été faites avec cette équation. Hein, donc c'est une équation du premier ordre du type R point égale F de R. Si vous regardez, hein, alors je ne vais pas mettre petit f parce que c'est déjà utilisé. On va mettre grand F. En effet, si je connais petit r, C dépend des conditions initiales, M et G c'est des paramètres, l'énergie mécanique dépend aussi des conditions initiales, mais une fois que c'est fixé au début du mouvement, ça c'est une constante. Donc je peux calculer R point. Quand je connais R point, ben, je peux en déduire la valeur suivante, enfin je peux estimer la valeur suivante de petit r et ainsi faire ma simulation. Le problème c'est lorsque R point il change de signe. Ce qui va se passer c'est que la balle, voilà, si je vous montre, donc ça c'est l'ouverture, imaginons, là vous avez le plan, la balle se rapproche, donc R diminue jusque là, puis après R il réaugmente. C'est-à-dire que là, R point, il est négatif. Hein, le point haut, il est à peu près au niveau de la mine de mon stylo. R diminue, R point négatif, et puis R point change de signe, devient positif, et la balle s'en va. Et quand vous avez ce genre d'équation, c'est un petit peu compliqué à gérer. Hein, c'est un petit peu compliqué à gérer, donc à chaque itération, il faut vérifier si R point n'est pas sur le point de s'annuler, parce que dès que R point s'annule, en fait, va changer de signe, et ça complique un petit peu la résolution numérique. Alors, on aurait pu faire une résolution avec les équations du mouvement, ça aurait peut-être été plus simple. Donc vous avez, une fois que vous avez fait ça, c'est pas hyper compliqué à mettre en œuvre. Bon, donc voilà pour cet exercice, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions, et puis vous pouvez vous amuser à faire l'expérience.